Bonsoir. Donc, je suis Géraldine Pouls de l'INA. Comme d'habitude, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ces lundis de l'INA, de retour à la Bibliothèque nationale de France. Ce soir, donc, nous organisons cette soirée en partenariat avec l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et plus particulièrement avec son master création et médiation culturelle, puisque chaque année, nous invitons un groupe d'étudiantes et d'étudiants à travailler avec nous sur l'organisation d'un de ces lundis d'INA. Concrètement, ça veut dire que ce sont eux, et puis elles en particulier aujourd'hui, qui ont proposé une thématique qui leur tenait à cœur, qui les intéressait, proposé aussi des intervenantes et des intervenants, et puis activement contribué à la sélection d'archives qui va vous être présentée. Donc toujours dans cette idée en fait de croiser nos savoir-faire, de partager nos expertises, de bénéficier d'un regard extérieur sur nos archives, et en même temps de former des futurs professionnels qui vont travailler dans le monde de la culture, dans le monde de l'image, et de les initier à l'utilisation, à la critique savante aussi des images. Donc merci à vous, mesdames, d'avoir travaillé si activement. Donc c'est plus précisément Victoria Briand, Jeanne Jopin qui va aussi animer, présenter cette soirée, et Alexia Sanchez qui ont travaillé avec nous. Par ailleurs, je tiens à remercier aussi les équipes de l'INA qui ont été impliquées, Maëva Litté pour la sélection d'archives, Catherine Gonard pour la coordination, Jean-Michel Briard pour les montages aidés de Pascal Flard. Voilà, je vais tout de suite donc, vous laisser la parole pour présenter vos invités, vos intervenants. Et puis, avant toute chose aussi, je vous donne rendez-vous pour le prochain lundi de l'INA qui aura lieu le 12 mai, pour vous dire que ça sera au Grand Rex, car nous aurons une soirée un peu spéciale sur Johnny Hallyday et sa mémoire, sa patrimonialisation. Il faut que j'apprenne à le dire d'ici là, absolument. Mais tout de suite, donc voilà, on restera dans la musique, mais ce soir, voilà, avec un angle un petit peu différent que je vous laisse présenter. Et merci à vous pour votre travail. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci beaucoup pour ces petits mots introductifs. C'est un réel plaisir d'être présente avec vous ce soir et d'avoir eu la chance de concevoir un tel événement. Avant toute chose, nous remercions infiniment Catherine Gonard, chargée de mission documentaire chez l'INA, sans qui nous n'aurions pas eu l'opportunité de réaliser ce lundi, mais aussi Monsieur Marc Boissonnade, professeur à l'origine de ce projet, pour la confiance qu'il nous a accordée. Donc, depuis octobre, avec mes camarades Alexia Sanchez et Victoria Briand, nous travaillons sur ce projet commun. Nous partions d'une page blanche. Donc, très rapidement, nous sommes tombés d'accord sur une thématique qui finalement nous anime toutes. Une thématique qui, j'en suis certaine, cher public, va vous animer aussi. Ce lundi de l'INA sera dédié à la captation et transmission de la musique à travers l'histoire, entre dévoilement et culture partagée. Donc, nous avons travaillé en collaboration avec Maëva Litté afin de trouver et vous présenter ce soir des extraits variés qui sauront vous questionner sur le rôle de la captation et de la retransmission de la musique, mais aussi sur ce que choisir de la musique pour un public veut dire. Nous pourrons voir des extraits qui conduiront cette soirée et qui permettront à nos invités de soulever plusieurs questions en partageant leurs connaissances, leur expérience. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir nos trois invités qui ont la gentillesse de venir partager ce moment avec nous. Un grand merci à Clara Roupi, Eugénie Keffler et Thibaut Maudry. Clara, vous êtes docteure et attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Institut d'études théâtrales de la Sorbonne Nouvelle. En novembre 2021, vous avez soutenu votre thèse en études théâtrales sur l'adaptabilité de la compagnie Péniche Opéra. Vous avez également publié différents articles, notamment l'inventaire des archives de la compagnie en 2018. En 2020, vous avez également publié des articles sur les spécificités des compagnies pluridisciplinaires et la place de l'artiste en résidence. Je me dois aussi de le spécifier. Il y a maintenant 3 ans, dans le cadre de ma licence, j'ai eu la chance d'assister à votre cours sur l'histoire et l'esthétique des arts de la scène, dramaturgie du spectacle lyrique. Les connaissances acquises lors de votre cours nous ont beaucoup aidés quant à la mise en place de ce lundi, notamment dans nos recherches d'archives.
Eugénie Kuffler, vous avez étudié la composition, l'écriture et la flûte. Vous êtes jointe au collectif de compositeurs interprètes. Vous avez animé des émissions, écrit des radiophonies à l'ORTF, puis à Radio France Culture et France Musique. En 2000, vous avez fondé la troupe de théâtre-musique Connexion Habana et pendant 8 ans, vous avez mené le projet Ethnopoesia Cuba. Donc, actuellement, en Europe et à Cap Cod, vous avez créé des performances solo combinant mots, musique et mouvement. Votre rôle dans un sujet qu'est la captation n'est plus qu'à prouver. Vous avez plusieurs fois passé l'épreuve du feu et ce, avec adresse. Et enfin, Thibaut Maudry, musicien entreprenant aux multiples facettes. Donc, Thibaut est titulaire d'un master du Conservatoire supérieur de musique de Paris, donc membre de l'orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth. Il est également violon solo de l'orchestre Les Frivolités parisiennes. Donc, ses récentes expériences l'amènent à se produire comme super soliste de l'orchestre régional de Normandie et de l'orchestre de Pays de Savoie. Il est invité en tant que co-soliste de l'orchestre Philharmonie de Marseille et de l'orchestre national de Montpellier. On peut vous entendre également au sein de l'orchestre de chambre de Paris et de l'orchestre des musiciens de Louvre. Thibaut inscrit sa passion de la musique de chambre dans de nombreuses initiatives artistiques. À l'origine de plusieurs formations, il est aujourd'hui co-directeur artistique du Festival des Montagnes du Matin dans la Loire, un festival entièrement consacré à la musique de chambre. Après ces différentes présentations, je vous propose, mesdames et messieurs, de visionner notre extrait introductif. Nous avons choisi pour ouvrir cet extrait, un extrait qui me semble-t-il est très en lien avec notre thématique. Donc en effet, le morceau que vous venez d'écouter est extrait de l'ouverture de la pièce Don César de Bazin, écrite par Jules Massenet. L'orchestre des Frivolités parisiennes, dont vous faites partie, Thibaut, a enregistré le 6 juillet 2021 à l'Opéra Comique une création signée Michel Faux, création portant le nom de Concert de gala pour salle vide. Comme son nom l'indique, ce spectacle fut joué et enregistré devant une salle entièrement vide. La crise sanitaire forçant la fermeture de nos lieux culturels, il était alors essentiel de trouver d'autres formats pour continuer à préserver un lien avec les spectateurs. Donc nous pouvons voir par cet extrait la création artistique au plus près. Pourtant, il est vrai que par les différents plans des caméras, le spectateur est guidé dans ce qu'il peut voir. En effet, les techniciens, artisans de l'ombre dirigent caméra et enregistrement pour nous donner un aperçu de ce qu'est la musique en vrai, en live. Quelle meilleure introduction pour nous lancer dans une première réflexion, comment les techniques et les techniciens ont vu leur approche de la musique évoluer. Avant de vous laisser la parole, chers invités, je vous propose que nous regardions les extraits en lien avec notre première thématique qui porte sur l'évolution des techniques. Bon, alors j'ai tout un tas de questions, mais avant toute chose, qu'est-ce que vous évoquent ces extraits ? Bonjour à tous. Sur l'évocation des extraits, clairement pour moi, pour mon expérience de musicien, l'enregistrement, la captation, clairement c'est quelque chose qu'on a très peu, qu'on nous enseigne très peu, quelque chose qu'on touche de très loin quand on est musicien. C'est tout un monde qu'on voit autour de nous lorsqu'on est capté, lorsqu'on est enregistré, mais que l'on touche à peine du doigt quand on est formé comme musicien. Donc pour moi, ça montre qu'il y a bien d'autres branches de métier de musicien où on s'intéresse plus à ces choses-là et où on développe plus ces choses que dans la branche qui est la mienne, qui est la musique classique, en tout cas. Je rebondis donc sur une question. Pensez-vous qu'aujourd'hui, pour être technicien, est-ce qu'il faut être musicien ? Je pense qu'il est important de connaître le monde qu'on va capter, qu'on va enregistrer. Donc, en ce sens-là, je pense qu'il est essentiel de se questionner sur ce qu'est être musicien. Je pense qu'il n'est pas non plus nécessaire d'avoir les connaissances techniques pures de musicien pour pouvoir le capter et en saisir l'essence, ou en tout cas ce qu'on veut montrer.
Par rapport à ça, Eugénie, est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec les propos de Thibaut? Bonjour tout le monde. J'aimerais repartir un peu globalement par rapport au clip. D'abord, je trouvais ça très drôle, le premier extrait, le gala pour le salle vide, parce que ça résume un petit peu la situation au moment du Covid. Parce que j'étais frappée, mais au fond de moi-même, par le fait que des grandes institutions, des grands ensembles avaient les moyens, le savoir-faire de garder leur public et de transmettre la culture avec des moyens, enfin, une qualité de transmission fantastique qui a dû faire avancer la captation. Et par contre, il y avait tous les petits ensembles, les salles qui ont dû fermer, qui ont perdu les dates, les artistes, le public, la caisse. Enfin, c'était une catastrophe de notre côté, mais qui a peut-être stimulé des petites cellules de production. Enfin, c'est ce que je suis en train de vivre maintenant. C'est un monde après le Covid où il y a une prolifération de petites unités de production qui obligent à créer d'autres réseaux de diffusion par les médias avec des moyens un peu pas artisanal, parce que rien sur le net est vraiment artisanal, mais c'est des réseaux minimes. Voilà, ça c'est une chose, j'en ai plein d'autres, mais on va commencer là. Mais donc du coup, le rôle du technicien aujourd'hui est quand même primordial, surtout dans les extraits que nous venons de voir. Mais depuis quand reconnaît-on vraiment l'importance du technicien? Clara, peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Oui, alors moi je suis vraiment plutôt axée du côté du théâtre et beaucoup moins du côté de la musique, mais c'est vrai que quand on parle du technicien, de son lien avec la mise en scène, tout de suite l'image que j'ai, moi c'est celle du régisseur à la fin du 19e siècle qui petit à petit évoluera vers cette figure de la mise en scène, du metteur en scène ou de la metteur en scène. Donc pour moi, en tout cas, dans ma vision du spectacle vivant, le lien entre la technique et cette future mise en scène, il se fait dès l'origine. C'est que dès le départ, il faut penser à la mise en scène, donc dans le sujet qui nous intéresse, la mise en scène de la musique, l'utilisation des différentes techniques de captation, d'enregistrement, de transmission, qui vont d'ailleurs évoluer en particulier au XXe siècle. Mais là, je vais peut-être un petit peu loin, avec l'évolution de la radiographie, etc. La radiophonie, plus que la radiographie d'ailleurs. Voilà. Donc moi, tout de suite, c'est voilà, cette notion de lien indéfectible entre la technique et la création artistique. Mais peut-être que Thibaut, tu as une autre vision. Je trouve ça très intéressant parce que c'est un point de vue que je n'aurais pas trouvé avec le métier que j'exerce. Mais où j'ai l'impression que dans le monde de la musique, tout l'aspect technique de l'enregistrement, de la captation, a longtemps été vu comme un moyen pour simplement restituer, faire connaître l'artiste par un autre biais que le spectacle vivant, en tout cas par l'image. Et que c'est assez récent dans l'histoire qu'on mélange vraiment et qu'on se rende compte du talent qui est nécessaire pour restituer un concert. Et comme tu dis, finalement, c'est une forme de mise en scène. Je pense que pendant longtemps, on a vraiment séparé, en tout cas en musique, le concert lui-même de l'univers qui le captait. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout l'aspect technique est un énorme plus et peut vraiment donner une impression totalement différente de ce qu'on va apprécier. D'ailleurs, Luigi Iono, dans l'un de ses extraits, parle d'une collaboration entre techniciens et musiciens. Donc finalement, vous venez un petit peu de répondre à la question. Vous pensez, vous, qu'il s'agit réellement d'une vraie collaboration? Mais est-ce que le degré de création entre les deux parties est-il véritablement égal? Donc entre techniciens, musiciens.
C'est complémentaire. Je suis entrée à la radio d'une façon par hasard quand j'avais 20 ans. Je suis allée à la radio et il y avait l'émission Le Masque et le Plume qui se passait. Et puis j'ai vu des musiciens en train d'improviser. Puis j'ai dit, ça m'intéresse. Et puis je suis arrivée, je leur ai parlé. La semaine prochaine, j'étais avec eux sur la scène. Donc le micro, tout l'entourage radio, et c'est comme une coque, c'est autour. Et la sensibilité du preneur du son, de celui qui parle, des musiciens qui jouent, créent un univers. Et ça dépend des deux côtés pour que les choses soient vivantes. Et après, avec des radiophonies, j'ai eu des occasions de travailler avec une grande ingénieure du son qui s'appelle Madeleine Sola. Et c'était étonnante sa capacité de faire une mise en scène du son. Il y avait des idées dans le texte, mais elle savait comment positionner le musicien ou la voix dans l'espace entre des parois non réfléchissantes ou dans une énorme salle pour donner une impression de distance, de largeur à un son qui sonnait de très loin mais qui sonnait volumineux. Et ça, évidemment, je n'aurais jamais su faire une chose pareille. Parce qu'elle gardait l'esprit du son, d'espace, je veux dire. Et en contraste avec ça, j'ai fait les classes d'électroacoustique du GRM. On était dans les objets sonores. Donc le micro était toujours... l'objet sonore, pour moi au moins, était toujours un objet vers lequel il fallait aller au plus près. C'est pas obligé, mais c'était ma façon de faire, comme si on voulait entendre à l'intérieur du son. Et ça... Donc là, on est soi-même l'interprète et le technicien, et on finit avec un objet qui a assez de densité, de grains, de contours, pour permettre de le manipuler après. Et c'est très différent d'une idée c'est pas le même espace. Il n'y a presque pas d'idée d'espace là. C'est des objets qu'on replace dans l'espace. Et juste une dernière chose là, les prises de son, ces objets musicaux de très près, la radio qui est une sorte d'univers que quand c'est en direct, il faut créer l'univers tout de suite. Et il y avait aussi au moment de la musique électroacoustique une ouverture vers l'environnement. Et c'est devenu toute une esthétique de sound recording ou sound j'oublie le nom, mais c'est les sites. Et donc là aussi, c'est des sons très précis, mais dans l'environnement. Et l'idée de l'environnement et une certaine écologie est entrée dans la musique à travers les micros et les perceptions, l'évolution historique de l'écoute. Quand je vous écoute, la notion d'espace est donc très, très importante. Oui, proche ou loin ou moyen terme, ça crée des environnements très différents pour des utilisations différentes. Clara, peut-être que la notion d'espace... Alors oui, tout à fait. Moi, ça me fait penser à plein de choses. Et en particulier, une chose que je ne savais pas, mais que j'ai appris en octobre dernier, que Wagner pensait déjà énormément à ce qu'on peut appeler la dramaturgie musicale, vraiment la mise en scène du son, en réfléchissant dans ses carnets de notes, lorsqu'il mettait en scène ses propres œuvres qu'il composait lui-même, évidemment. Il notait dans ses carnets vraiment la disposition il était en réflexion en fait, comment réinventer la mise en scène musicale, la dramaturgie de la musique dans l'espace de Bayreuth. Et voilà. Donc ça, c'est une chose à laquelle ça fait forcément écho, mais même d'un point de vue de l'histoire de la mise en scène lyrique,
en particulier au XXe siècle, de plus en plus, en fait, on a voulu réinventer la disposition des instrumentistes sur scène ou dans la fosse d'orchestre, la disposition aussi des sources sonores, où se placent les sources sonores sur le plateau, est-ce qu'elles sont au public, est-ce qu'elles sont sous la scène, dans la scène, hors scène. Et tout ça, c'est extrêmement intéressant. Ça fait forcément écho au théâtre musical que vous avez pratiqué aussi, Jenny. Moi, ça me fait penser à plein de choses. Peut-être que vous pouvez me driver un petit peu pour pas que je parte dans tous les sens, parce que j'ai tendance à faire ça. Non, mais je trouve ça, moi, très intéressant de mon côté. Mais justement, parlons du théâtre musical. Je pense que c'est très intéressant dans ce cadre-là de l'évoquer. Eugénie. Oui, mais je n'ai pas fini. Je voudrais dire deux choses avant qu'on passe à la bonne question suivante. La radio en tant que forme, par rapport aux techniciens, j'en ai parlé un peu, mais aussi le rôle du fait de l'interprète et surtout celle qui utilise la voix, sa proximité au micro et le fait de savoir qu'elle est en train de parler pour une oreille non avertie, enfin innocente, quoi, chez ailleurs, que cette voix et ces paroles vont entrer chez quelqu'un sans qu'il sache d'où ça vient. Est-ce que ça veut dire ça? C'est vraiment une sorte de puissance de la radio. Et les formes radiophoniques qui, à partir des années 70, ont commencé à appeler des radiophonies, en contraste avec des dramaturgies qui contrastent un peu par rapport à ce que tu disais par Wagner. Et des dramaturgies avaient des textes et puis des commandes pour des compositeurs qui créaient des musiques d'accompagnement un peu d'écho. Et les radiophonies, c'est entre les pièces électroacoustiques et des émissions à thème. Et il y avait une émission qui s'appelle l'Atelier de création qui était très inventive, très innovatrice à ce niveau. Et une dernière chose, j'y tiens un tout petit peu. Là, on a écouté un extrait de Qui dit quoi à qui était une émission de musique contemporaine qui cherchait à vulgariser, interviewer les compositeurs qui choisissaient des œuvres. Et dans l'extrait que j'ai entendu chez moi, il y a celle qui était interviewée qui tirait sur l'animatrice avec une petite pistolet. Et je trouvais ça chouette, mais vous l'avez coupé. Donc je tiens à le remettre, parce que c'est l'artiste a tiré sur l'animatrice et l'artiste est parti. Elle n'est plus revenue dans le rôle d'animatrice et n'est plus revenue dans les institutions. Donc ça, en écoutant cet extrait, c'était un jalon historique pour moi que je n'aurais pas soupçonné. Donc, j'apprécie cette occasion de repasser par le passé. Merci. Avant de passer à la partie suivante, j'aimerais beaucoup, Thibaut, que tu nous parles un petit peu de ton expérience de musicien, des captations, des enregistrements. Tu en as fait beaucoup. Comment ça se déroule? Mais quelles sont aussi les contraintes pour vous, musiciens, pour l'orchestre, lorsqu'il y a captation, enregistrement? Alors oui, c'est un vaste sujet donc, qui s'est beaucoup concrétisé pendant la période du Covid, pendant la crise sanitaire. On a multiplié ces expériences-là. Moi, pour ma part, ça doit faire 15 ans que je suis musicien professionnel. Donc j'ai toujours fait des enregistrements, que ce soit de l'habillage sonore pour de la radio, des enregistrements d'orchestre live de concerts, mais aussi des enregistrements pour de la télévision, des captations purement sonores. C'est à chaque fois une épreuve différente pour le musicien et il y a beaucoup de contraintes qui s'ajoutent. En tout cas, c'est difficile pour un musicien d'avoir le même comportement quand il joue pour un public live que de savoir qu'il est enregistré. En tout cas, l'objectif, forcément, insidieusement, vient dans la tête. Et la performance live est forcément un tout petit peu altérée par la captation. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est vaste, puisque quand le but est d'enregistrer, qu'on enregistre un disque
en tout cas, on a souvent, c'est très peu fait en live, donc on va avoir plusieurs chances, plusieurs possibilités de rattraper, de refaire des petites choses. Donc on va être très perfectionniste sur ce travail parce que c'est quelque chose que je pense que tout artiste craint, c'est le côté gravé dans le marbre. Un enregistrement, on le retrouve en archive, on le retrouve sur une télévision, sur une radio. On est rarement content de ce qu'on a fait en enregistrement, et en plus de savoir qu'on ne peut plus y toucher, c'est toujours un peu compliqué. Donc la difficulté, elle est là, elle est de donner une vraie interprétation avec ce qu'on a envie de faire passer dans une œuvre, et de ne pas laisser l'enregistrement aseptiser le propos. Donc voilà, ça c'est une chose. Et alors j'étais un peu plus là, concentré sur le sonore, mais l'aspect vidéo est une deuxième lame souvent, parce que, en tout cas moi, dans mon expérience, la scène c'est quelque chose où je fais attention à mon instrument, à ce que je vais donner, mais je fais pas on nous forme très peu à l'image qu'on renvoie. Et le fait de se savoir filmer, bien souvent, ça va aussi enlever ça peut enlever une forme de naturel. En tout cas, c'est quelque chose qui doit s'apprivoiser pour donner ce qu'on a donné sans que l'esprit parte dans le regard de la caméra. Voilà, c'est ce genre de contrainte, en tout cas, qui revient souvent. Eugénie, vous voulez rebondir avant qu'on passe à la deuxième grande thématique ou... Oui, on peut passer à la deuxième thématique. Et ben c'est parti. Alors deuxième thématique qui portera sur l'influence sur le goût. Bon, alors première question d'emblée, peut-être que vous, Thibaut, Eugénie, vous allez me haïr par cette question, mais préférez-vous aller voir un concert en live ou bien écouter votre musique chez vous, avec votre intimité? Pendant le Covid, j'ai vu des spectacles et des concerts que j'aurais pas pu acheter les billets pour le dire. Et j'étais enchantée de cette ouverture, dans le sorte de confort de chez soi. Et comme c'était des situations exceptionnelles, j'ai trouvé ça génial. Mais au fait, j'écoute très peu la radio. Je vais au concert. Donc j'attends que j'ai besoin ou qu'il me semble absolument nécessaire de voir quelque chose, et puis j'y vais. Et c'est le fait d'être cloué dans un lieu, et puis d'entendre et d'être là, d'être obligé d'être présent toute la durée. C'est très, très important pour moi. Qu'en est-il de vous, Clara, Thibaut? Oui, parce que c'est pas parce que je ne suis pas spécialiste de la musique que je n'écoute pas de musique chez moi. Si, alors moi je suis une grande consommatrice de musique à la maison, ce qui ne veut pas nécessairement dire que je ne suis pas émerveillée quand je me rends au concert, ce qui a été mon cas récemment, quand je suis allée voir Sorcier-Sorcière avec l'Orchestre des Siècles, dont fait partie Thibaut. Et qui m'a vraiment impressionnée. C'était un patchwork de plusieurs œuvres, et notamment Harry Potter, qui m'a... voilà, moi, j'ai grandi avec Harry Potter, donc de voir un orchestre jouer l'un des morceaux, je crois que c'était Edwige, voilà, la chanson d'Edwige. C'était très... ça change totalement la perception. Donc, quand on est dans une pièce, dans une salle de concert, évidemment que ça change. Voilà. C'est mon expérience. Je t'en prie, Thibaut. Je suis tout à fait de cet avis-là aussi. Bien sûr, pour moi, il n'y a rien qui remplace l'atmosphère d'une salle, d'un plein air, de peu importe l'endroit où on vient, mais juste de toucher des yeux, ou en tout cas de sentir la respiration d'un artiste, quel qu'il soit, que ce soit pour de la musique ou pour autre chose. Je ne pourrais pas vous dire l'inverse. Et à la fois... tout ce qu'on peut écouter, voilà, moi j'écoute aussi beaucoup de musique au casque dans tous mes déplacements. C'est une passerelle hyper importante, c'est ce qui doit donner envie d'aller au concert, et ce qui est justement
ça permet de rebondir un tout petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, le génie des techniciens, de savoir restituer un semblant de ce qu'on peut goûter une fois qu'on goûte à la musique live. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que vous pensez que l'enregistrement offre la possibilité aux spectateurs d'entendre avec justesse les nuances, les couleurs et les intentions musicales qu'on pourrait pour le coup entendre en live? Ça dépend de sa chaîne hi-fi chez soi et les casques. Il peut être des très bons enregistrements, mais on entend ce qu'on... Souvent, il n'y a pas de grave, quoi. Il y a des petits sons aigus. Et ça, c'est pas malin, en fait, parce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on écoute. Et on est mal servi. Tout le monde est mal servi pour ça. Mais... Thibaut. Je suis entièrement d'accord avec la compression de la musique, la compression des sons et la mauvaise qualité bien souvent des haut-parleurs, en tout cas, ou des systèmes d'écoute, desservent ça. Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez, je dirais que même avec un système extrêmement perfectionné, on peut se rapprocher d'une vérité, d'une véracité extrême par rapport à ce qui a été enregistré, par rapport au moment où ça a été enregistré pour un live. Mais je dirais pour ma part que l'atmosphère, par contre, je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en rapprocher par rapport à une scène live, à un sentiment live. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer qui sont de l'ordre de ce qui se passe entre le public et les artistes sur un moment. Et sans le ressentir à ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse le retrouver, à moins d'avoir assisté au concert et d'avoir le disque ensuite, du même moment. Voilà. Par rapport aux extraits que nous venons de voir, voir les artistes créer et expliquer leur création, est-ce que ça leur donne davantage de crédit pour peut-être des spectateurs qui n'ont aucune connaissance du milieu musical de ces artistes-là? Je sens que c'est tourné vers moi, mais... davantage de crédit, je ne sais pas. Je pense que ça permet, en tant qu'artiste, d'expliquer aussi, de tendre une main un peu vers le spectateur et de tenter une explication d'une forme de légitimité à créer. Ce que j'ai beaucoup aimé dans les extraits, c'est que vraiment, il y a tout un parcours. On part de Wagner en 61 pour arriver en 96 avec la musique techno. Et vraiment, on a l'impression qu'il y a un jeu on se renvoie la balle, aussi une opposition entre générations. On sent que la jeune génération, c'est un extrait qui m'a beaucoup fait rire, de ces jeunes qui écoutent Wagner à Bayreuth et qui font « c'est du tonnerre ». Et effectivement, oui, mais sans pouvoir mettre les mots sur l'explication, sur du pourquoi c'est du tonnerre. Et donc j'essaie de rejoindre la question que tu viens de me poser, Jeanne. Peut-être que d'avoir cette possibilité d'expliquer la création artistique, ça permet justement de passer d'un c'est du tonnerre à une justification. Là, je fais un grand saut dans le temps, une justification des créations du compositeur Pierre-Henry, c'est ça ? Ouais, de Pierre-Henry qui lui est dans une esthétique très intéressante, une esthétique du patchwork où il va associer des sons de la ville de Venise pris sur le vif, donc des sons forcément contemporains, avec un enregistrement d'une pièce de Monteverdi. Et donc le croisement des générations, le croisement des temporalités aussi, c'est extrêmement intéressant. Et je suis encore en train de créer des ponts très très longs et très très loin, mais très intéressant. J'espère en tout cas. Mais est-ce que vous pensez que les médias peuvent avoir une influence quand même sur les spectateurs par les extraits que nous venons de voir? Très clairement, oui. Oui. Mais déjà, le choix des extraits issus de journaux télévisés, il y a un biais. Forcément, il y a un biais avec... entre eux, encore une fois, le premier extrait où on a des chercheurs à Royaumont qui s'interrogent sur des concepts et des théories, et puis de l'autre côté un regard peut-être plus naïf du journaliste qui dit vous connaissez Pierre-Henry, avec cette fausse mise en scène pour entrer dans l'univers du compositeur. Donc oui, tout à fait, il y a des biais. Et je trouve que le patchwork justement des extraits que vous avez choisis est assez criant. Alors,
question par rapport à l'extrait Aimez-vous Wagner ? Justement, on voit toutes ces personnes crier qu'ils aiment Wagner, mais des fois, sans vraiment, comme vous l'avez dit, Clara, d'explication. Est-ce que vous pensez que si il était question d'un autre artiste, les réponses seraient les mêmes ? Ou là, c'est parce que vraiment, c'est Wagner ? Et pourquoi Wagner ? Ouais, je pense qu'on joue vraiment sur l'héritage wagnérien, le côté coup de tonnerre de Wagner. Et puis, encore une fois, Bayreuth, c'est un contexte très particulier. Bayreuth, c'est surtout des habitués, surtout des gens qui viennent parce qu'il faut venir à Bayreuth. Je ne dis pas que c'est une généralité du tout, mais il y a vraiment cette atmosphère très particulière à Bayreuth où on sent que les spectateurs... joue aussi un petit peu d'un statut de traditionnaliste, de conservateur, etc. Et j'en veux pour preuve les réactions face aux différentes mises en scène, notamment celle de Chéreau, Patrice Chéreau, qui, lorsqu'il met en scène, je crois que c'est dans les années 70, la tétralogie de Wagner, qui est l'œuvre phare wagnérienne, se prend des huées à la fin de la tétralogie, et la mise en scène reprise un an plus tard et applaudie 71 fois. Enfin, il y a 71 saluts voilà, de rappel, etc. Donc je pense qu'il y a aussi cette manne un petit peu autour de Wagner, autour de l'image de l'œuvre wagnérienne, autour de Bayreuth aussi en particulier, qui joue beaucoup. Et je ne pense pas qu'un autre artiste, ou alors il faudrait vraiment une tête d'affiche un peu équivalente à Wagner pour que la réaction soit la même. Et est-ce que vous pensez que ce n'est pas aussi une question de médias ? Est-ce que si un autre média aurait pris la parole et montré d'autres membres du public, est-ce que les réponses auraient été les mêmes, ou est-ce que un autre média aurait décidé de prendre un autre parti pris et montrer autre chose de Wagner ? Si, je pense. Je ne saurais pas trop vous dire parce qu'on n'a pas d'autres visées, mais c'est vrai que la question du journaliste qui dit « Aimez-vous Wagner ? Pourquoi venez-vous à Bayreuth ?» Forcément, encore une fois, il y a cette question du biais. C'est tout à fait guidé. Et c'est pour ça qu'on entend un jeune qui, au début, réagit en disant on est trop jeune pour comprendre ces choses-là. Et à la fin de l'extrait, son camarade qui est juste assis à côté de lui dit « C'est du tonnerre ». Donc évidemment qu'il y a un biais à travers le média. Tout à fait. Et là où je trouve il y a eu une vraie évolution dans les médias, où à l'époque, on avait quelque chose de très guidé, comparé à aujourd'hui, on essaye vraiment de donner une page plus intime de ce que les personnes, ce que le public pourrait réellement ressentir. Eugénie, vous voulez dire quelque chose ? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette évolution par la perception, parce que ce que j'ai remarqué dans tous les clips, là, les extraits, c'est que c'est toujours un peu des têtes d'affiche ou des gens qui parlent en tant qu'autorité. Et le Bayreuth, donc c'est des influenceurs parce qu'ils défendent un produit et ils le défendent bien et ils sont bien filmés. Et donc ils vont attirer un public qui veut faire partie du public qui aime ce que présente cette personne. Enfin, c'est très social. Et puis on voit ça. C'est terrible. Voilà, à Bayreuth, c'est comme le Festival de Cannes transposé avec la Deuxième Guerre mondiale qui flotte par-dessus pour une perception d'aristocratie et des gens qui ont sauf le chansonnier français Lafarge, là, lui, c'est ressenti ce qu'il dit. Mais les autres, pas l'impression qu'ils comprennent grand-chose. Ils sont en train d'absorber de la culture, ce qui est bien, mais c'est quand même, c'est à travers un filtre énorme épaisseur. Celui que j'ai trouvé très intéressant, c'est le compositeur de musique électronique qui était dans un studio du GRM, et je reconnais le studio, là, c'est les mêmes, les haut-parleurs et tout ça, mais je ne sais pas qui c'était. Mais ce qu'il dit, lui, ça, c'est quelque chose qui est entré à partir des années 50 et de Schaeffer, qu'il n'y a pas de différence entre le bruit et la musique, et ça dépend de comment on l'écoute et à quoi ça va servir. Et ça, c'est une direction très différente de Wagner, par exemple, qui joue sur une énorme son et de la mythologie. Et
quelque chose d'extraordinaire, évidemment, chez Wagner. Mais l'autre, il est en train de fabriquer, c'est très artisanal à côté de ça. Mais les gens, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le GRM, à partir des années 50, était vraiment innovateur dans cette direction. Et maintenant, il y a myriade de home studios, des gens qui travaillent en indépendant chez eux, qui travaillent avec le son électronique ou des sons captés concrètes. Ça fait essaim, si c'est le mot, ça a proliféré. Donc ils sont influenceurs, mais pas sur les mêmes gens. Et c'est social, c'est sociologique, je veux dire. Vous parliez justement de figures d'autorité, ce que je trouve très intéressant, et qui en vient un petit peu à la question, croit-on forcément un artiste ou une personnalité connue uniquement parce qu'elle fait figure d'autorité, et est-ce que le savoir est-il plus vrai si c'est une personne en qui on a confiance ? Ah oui, ça se double et se redouble, et ça fait écho dans le miroir, et puis c'est dans les médias de transmission, les noms qui montent en haut sont repris, deviennent des références. Ils ont intérêt à avoir quelque chose à dire pour survivre. Mais c'est relativement hiérarchique, l'influence. Et il faut, entre guillemets, être défendu par les médias pour rester là-haut et pour avoir une influence. Pas dire que c'est nul, c'est très intéressant, mais il y a des gens qui sont complètement ailleurs par rapport à ça, parce qu'ils ne sont pas entrés dans une progression hiérarchique en comprenant les institutions qu'il fallait dompter ou s'intégrer, à lesquelles il fallait s'intégrer, et qui ont d'autres choses à dire, et c'est plus problématique. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça ou... Pour aller dans ce sens-là, oui, je suis assez d'accord avec parce que dans la majorité des extraits qu'on a vus, on est sur des médias publics, des médias, je ne vais pas dire d'État, ce sera un gros mot, mais en tout cas, c'est sur des médias financés par l'argent public. Et du coup, il y a une forme de culture orientée. Clairement, on revient sur ces positions d'autorité où on vient... alors la passerelle est très noble. L'extrait où je ne sais plus quel journaliste parle du fait d'entrouvrir une petite porte pour accompagner les gens vers la découverte d'une musique peut-être vers laquelle ils n'iraient pas. C'est très intéressant, mais c'est forcément très orienté aussi dans le choix de ces musiques. Et ça fait figure de... on sait que cette musique-là, il faut l'aimer. Ça la place forcément par nature au-dessus d'une autre. En tout cas par le biais du média, je trouve. Dans l'émission Où va la musique, ça nous a beaucoup intéressé parce qu'elle s'adresse directement aux spectateurs face caméra pour établir un lien de confiance. On parle de compréhension de la musique. Faut-il nécessairement la comprendre pour l'apprécier ? Je veux bien démarrer. C'est drôle parce que j'ai donné un concert de trio il y a 3 jours où je pense que dans un tout petit village dans la Loire, et je pense que la moitié des gens, c'était un concert de Schubert et de Dvorak, donc rien de très audacieux dans le choix du programme. La moitié des gens avec qui j'ai pu échanger à la fin du concert ont commencé par me dire je suis complètement ignare, mais j'ai aimé ça ou j'ai moins aimé ça. Et j'ai passé la soirée à leur dire mais il n'y a pas besoin de comprendre la musique pour l'apprécier. On a le droit de se questionner sur la musique, moi j'y trouve de l'intérêt à me questionner sur des musiques que j'ai du mal à comprendre. C'est une possibilité, mais je ne suis pas sûr que ça doive être une constante dans l'écoute de la musique. Il y a des choses qui nous touchent naturellement. Ce que vous disiez sur Lafarge, Guy Lafarge, on sent que... Est-ce que lui expliquerait pourquoi Wagner lui a fait un coup de tonnerre la première fois ? Je ne suis pas sûr. Il y a des gens qui s'ennuient profondément et qui restent hermétiques à Wagner toute leur vie. Voilà, c'est bien la preuve que même un musicien n'a pas forcément, pour moi, à expliquer ou à chercher à comprendre pourquoi il aime une musique. Je fais juste une toute petite intervention. Moi, c'est pour répondre à ta question, Jeanne. En tant qu'enseignante-chercheuse, ça m'est difficile
d'expliquer, en fait, ou en tout cas de mettre de côté un type de musique parce qu'il ne me touche pas ou parce que je ne le comprends pas. Donc moi, justement, ma posture à moi, ça va être d'aller décortiquer le pourquoi du comment de la composition au sens qu'on peut mettre derrière cette musique. Voilà. Oui, ça c'est essentiel. Et il y a eu beaucoup d'efforts dans la musique contemporaine qui manquait de public et qui se sont rendus compte dans les années 70 que c'était élitiste. Et ils font grands efforts à se déplacer ailleurs, à trouver des paroles, comment apporter, comment ouvrir cette porte. Mais c'est un travail de fond. Mais je trouve, par exemple, je vais parfois à des avant-concerts à la Cité de la Musique, et puis ils ont des présentateurs mais vraiment géniaux qui arrivent à un sens d'humour et de parler des choses de façon très simple et très juste. Et qui dit quoi à qui, cette émission de radio fonctionnait bien aussi, parce qu'ils inventaient des questions et des compositeurs défendaient. Donc il y a des moyens de séduire le public avec des choses qui ne vont pas écouter spontanément. Si on peut comprendre où seront leurs hésitations, on les déjoue, on le contourne, et puis plof, quelqu'un a entendu et compris sans savoir quelque chose qu'il n'aurait pas connu autrement. Encore une petite question et on passera très certainement à notre dernière partie. Donc un extrait très intéressant, celui de l'enquête techno, où l'on s'immisce dans les studios de la radio FG. Donc la comparaison d'Audimat avec Radio France me frappe, car on a vraiment l'impression que des écoles de musique s'affrontent et qu'il faut légitimer certaines musiques. Vous en pensez quoi ? Tout simplement, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le choix des médias d'État, en tout cas, et donc la position un peu frontale de ceux qui ne font pas partie de ce média d'État pour exister et pour prouver leur légitimité. Mais évidemment, moi, je pense qu'il ne faut absolument rien mettre en conflit, en opposition, que tout ça est très complémentaire et qu'il n'y a pas besoin. Mais en tout cas, c'est très significatif de voir que la techno qui je pense, a une presse moins aidée, en tout cas par l'État, a besoin d'exister par d'autres moyens et par l'audimat, qui est voilà. Moi, ce qui me frappe aussi dans cet extrait, c'est encore une fois un peu ce qu'on retrouvait déjà dans l'extrait sur Wagner, c'est l'opposition entre les générations qui a l'air très marquée. Avec ces jeunes à casquette à l'envers, etc., qui écoutent de la techno et qui produisent de la techno. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que vraiment dans cette partie-là, on a l'impression qu'il y a d'un côté les jeunes avec la radio qui diffusent de la techno, et de l'autre côté France Inter, France Culture, etc. Donc comme si on avait d'un côté les jeunes, de l'autre côté les vieux. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est-à-dire qu'on peut être jeune et écouter France Inter, c'est possible. On peut être vieux et écouter de la techno. Donc je trouve ça aussi intéressant, en fait, le biais, encore une fois, le choix qui est du journaliste, de ce reportage, de vraiment tenter cette opposition entre générations, comme si les jeunes devaient toujours essayer de supplanter une sorte de vieillesse qui serait croulante, ou, voilà, et dont il faudrait se détacher, et surtout, voilà. C'est ça que je trouve intéressant. Bon, eh bien, on peut passer à notre dernière partie qui s'intitule « Artiste vers une quête de l'intime ». Bon, Clara, Luigi Iono nous parle d'un théâtre qui doit avoir une autre fonction, une autre organisation. Alors certes, mais je crois avoir compris qu'il a eu quand même une grande importance dans le cadre musical quant à sa réorganisation. Alors oui, tout à fait. Luigi Iono, en fait, il a une conception très particulière, qui
se contextualise assez facilement dans l'époque dans laquelle il crée. Mais c'est une conception de ce qu'il appelle le nouveau théâtre musical. Et il conçoit ces spectacles comme ce qu'il appelle des azioni scenica, des actions scéniques qui ont un impact à la fois, qui s'inspirent à la fois d'événements politiques concrets. Il y a une vraie manne politique dans les œuvres de Luigi Nono, où il associe souvent d'ailleurs des textes très divers. Je pense à l'extrait du spectacle dont on a vu quelques images, qui s'appelle Al Gran Sole. Je l'ai noté. Al Gran Sole Carico d'Amore, mais je crois qu'il me manque un mot. Et non, pas du tout. Al Gran Sole Carico d'Amore, effectivement, qui est un spectacle donc de 1982 qui mélangeait plusieurs textes, des poèmes d'Arthur Rimbaud, des textes politiques de Brecht, des textes de Louise Michel, de Marx, de Lénine, etc. Et tous ces textes... La musique permettait de faire le lien entre ces différents textes. Et surtout, ce qui est intéressant aussi dans la pratique de Luigi Nono, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure un petit peu avec Wagner, mais c'est vraiment cette recherche de la dramaturgie musicale. C'est réfléchir à où placer le spectateur. Et là, donc, c'est une mise en scène qui est signée par Lavelli, mais qui a repris les fondamentaux des théories de Luigi Nono, si vous voulez, pour la mise en scène de ce spectacle, en plaçant le spectateur au centre de l'espace scénique, dans un dispositif déambulatoire. Et donc, le spectateur, en fait, est vraiment happé par la musique, happé par l'action, même si finalement, il ne se passe pas grand-chose en dehors de ces textes qu'on entend et d'un point de vue dramatique, il ne se passe pas grand-chose dans le spectacle. Mais donc, il y a une vraie réflexion du point de vue de Luigi Nono sur comment impliquer politiquement, socialement, le spectateur dans les spectacles. Et par le biais de la musique, comment transmettre ses idéaux politiques. Je me suis encore éloignée. Est-ce que tu peux répéter ta question ? Je voulais aussi savoir, Luigi Nono, ça a été, dans l'histoire de l'opéra, l'un des premiers vraiment à se servir de tous ces outils numériques, finalement, d'enregistrement, de captation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça ? Oui, alors on l'a vu dans le premier extrait. Pour lui, c'est vraiment très important d'allier à la fois la musique électronique ou électroacoustique et des sources plus concrètes, des instruments acoustiques. Et alors, effectivement, c'est pas nécessairement l'un des premiers, mais c'est l'un qui, pour moi, dans le cadre du cours que tu as suivi quand tu étais en L3 avec moi, pour moi, c'est vraiment un compositeur très important puisqu'il a vraiment cette vision globale du spectacle, encore une fois, en associant ces différentes sources et en recherchant, et c'est ce qu'on a vu dans l'autre extrait. Alors, je reprends mes petites notes, mais dans l'extrait suivant de Glenn Gould, où on voit en fait l'installation au plateau de ces différents micros, de ces différentes manières aussi de redistribuer la musique au plateau. Et pour moi, Luigi Nono, c'est vraiment un des premiers à avoir réfléchi, encore une fois, à la mise en scène des sources sonores. Et je trouve que c'est... en fait, je ne pourrais pas le citer de tête, mais il a vraiment pensé sa dramaturgie musicale comme un outil politique, un peu comme Brecht avait pu penser la distanciation, si vous voulez. Voilà. Je ne sais pas du tout si ça fait écho, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Vous avez parlé justement de Glenn Gould. Donc, ce dernier dit une phrase frappante concernant les préludes de Scriabin et un petit peu de Bach aussi. Il dit, en parlant de Scriabin, qu'il a besoin avant tout de la technologie. Thibaut, Eugénie, est-ce que vous voulez peut-être rebondir là-dessus ? Qu'en pensez-vous ? J'ai été frappé aussi. C'est très drôle parce que Scriabin, finalement, c'est pas si moderne que ça dans l'histoire. C'est déjà derrière nous. Et ça montre à quel point pour Glenn Gould, l'utilisation des technologies dans lesquelles il fait partie des pionniers d'une certaine façon aussi, en tout cas dans le monde de la musique classique. Je ne sais pas si à son époque il y avait un autre musicien classique un autre pianiste qui s'intéressait autant que lui
et surtout pour enregistrer cette musique-là. C'est assez fou de voir que lui, en tout cas, il y voyait un intérêt fou. Il est certainement très en avance sur son temps, justement, et à utiliser toutes les technologies comme des apports, comme des compléments de ce que lui voulait faire sur son piano. D'ailleurs, j'espère pas me tromper, mais je crois de mémoire que Glenn Gould préférait largement l'intimité de son studio et de ses essais sonores aux salles de concert. Donc voilà, c'est très intéressant de voir que pour lui, c'était, je pense, un monde infini qui s'ouvrait devant lui, l'utilisation de ces technologies. Est-ce que ça serait aussi une façon de peut-être mettre une forme de... Pardon, pas de rajeunir, mais plutôt d'innover des musiques qui ont déjà existé? Est-ce que ça ne serait pas les abîmer? Est-ce que peut-être Scriabine ne serait peut-être pas du tout d'accord avec ça? Comme Bach, peut-être que ça serait une offense pour Bach de dire il faut mettre de la technologie dans ma musique. Moi, Eugénie répondra peut-être mieux que moi parce que c'est son cœur de métier, mais en tout cas, j'imagine que si Bach avait eu des micros et avait pu voir ces choses-là, ou je pense qu'un compositeur de quelque époque qu'il soit a toujours est pionnier de quelque chose, est toujours en recherche, et je pense qu'ils auraient utilisé eux-mêmes ces choses-là. Donc moi, ça me choque pas du tout qu'on veuille les associer. Même s'ils sont d'époques différentes, si c'est des technologies qui ne sont pas de ces époques-là. Après, ce sont des essais, ça ne veut pas dire que tout est forcément réussi, ou je ne sais pas ce que Glenn Gould gardait des innombrables essais qu'il a dû faire, mais en tout cas de chercher à donner une spatialisation aux notes de Scriabine ou de Bach, c'est forcément quelque chose d'intéressant, je pense. Oui, j'étais fascinée par le Glenn Gould. Il n'était pas dans les premiers... extrait qu'on a vu, donc j'ai découvert là. Je trouve ça génial parce que je crois qu'il a dit que c'était pas terrible pour Bach, et ça je comprends. Bach, il faut rester quelque chose d'un peu distant pour que le contrepoint se révèle sans trop d'interprétation, je crois. Mais le Scriabine, c'est plus romantique, et puis il peut trouver, c'est plus romantique, expressif. Donc le placement des micros peut révéler la composition elle-même. Et ça, je ne savais pas qu'il faisait des choses pareilles. Je trouve ça, c'est une sorte d'intelligence en train de parler là. Il est vraiment impressionnant. Impressionnant, point. Et je peux dire... J'avais de toute façon d'autres questions pour vous, mais si vous voulez, je vous en prie. Non, allez-y. Alors, dans un autre extrait, on évoque la musique concrète, et je me suis dit que vous, Eugénie, peut-être que vous pouvez nous en parler, peut-être expliquer aux spectateurs ici présents ce qu'est la musique concrète, qui n'est pas toujours très simple, on va dire, à définir. Oh ben, il a bien fait, Schaeffer. Hein. Les objets sonores dont je parlais avant, les objets sonores sont assez proches, ça devient des éléments qu'on peut manipuler, ça se contraste avec une prise de son d'environnement qui va être beaucoup plus basée sur l'espace, puis la radiophonie qui essaie de joindre ces éléments-là. Mais puisque je sais que le temps est un peu court, je voudrais avancer un peu. Allez-y. C'est l'extrait avec, vous avez reconnu Michel Portal, là, avec la clarinette qui dit qu'il chauffe la matière. Là. Et Jean-Pierre Drouet, le percussionniste, une femme que je ne connais pas, et un tromboniste qui s'appelle Vinko Globokar. C'était dans les années 70, je pense. Et je crois que le metteur en scène, là, c'est Apergis, d'après son accent. Et ça, c'est une forme de musique. Eux, ils sont en dehors de la technologie, et ils servent de leur corps. Et parenthèse, Michel Fano était un compositeur de musique de film qui a fait un film magnifique qui s'appelle la musique de film Le territoire des autres, sur les animaux sauvages. Et il est en train de parler, je n'entendais plus ce qu'il disait, mais les musiciens, ils sont dans leur jeu et ils se servent de leur corps. Et Fano dit que le corps est orchestre. Et
ça, c'est une forme d'antidote à tout ce sujet qu'on est en train de parler, de captation, parce que pour moi, et probablement aussi au fond pour Thibaut, le fait de jouer, c'est quelque chose de vraiment très ancien. Les gens jouent des instruments depuis toujours. Et ils ne peuvent pas s'empêcher. Ceux qui en ont besoin, c'est comme une deuxième voix, c'est leur personnalité. Et là où ils ne peuvent pas s'exprimer verbalement parce qu'ils ne savent pas parler, ils ont besoin de jouer. Et je retrouve ça chez ces musiciens. Et eux, comme ils étaient un peu délurés, ils se sont prêtés à la mise en scène. Et Pergis notamment, et Maurizio Kagel faisaient des choses fantastiques de mise en scène de l'instrumentiste, mais de ses gestes, du corps même de l'instrumentiste. Et par rapport à Nono et sa pièce de théâtre musical que je ne connaissais pas. Par contre, en mai 68, il y avait ce qu'on disait être la première pièce de théâtre musical, s'appelait Orden. C'était une mise en scène de Lavelli avec 2 compositeurs. Donc, j'ai pas pris la peine de retrouver leur nom, mais ils sont pas connus aujourd'hui. C'était aux Halles désaffectées, les Halles de Paris, et c'était un choc pour tout le monde. C'était un événement. C'était sur la guerre civile, ce qui court tout à fait avec les préoccupations de Nono. Et la violence des coups de feu, c'était pas question de costume, mais l'énergie qui était là-dedans, et le déplacement, et Lavelli qui maîtrise tous ces éléments, c'était extraordinaire. Et Pergis, c'est beaucoup plus mental. C'est souvent lié à la parole, la phrasé musicale et la parole et le rythme. Il y a pour moi une liaison avec la parole dite. Et Kagel, c'est une sorte de mise en scène de l'instrument lui-même. Et peut-être tu allais en parler, mais je ne sais pas si vous avez reconnu dans le dernier jeu, le dernier extrait, vous avez vu la femme là, comme ça, c'était moi en 74. Et donc cet ensemble qui s'appelait 010 aussi faisait du théâtre musical. Et là, on voit un ensemble, et Philippe Drogos qui jouait la contrebasse là. Et il travaillait avec un groupe d'élèves qu'ils appelaient Armucom, atelier de recherche musicale du Conservatoire de Montreuil. Et ça aussi, c'est du théâtre musical. C'est, en le revoyant, je vois un petit peu L'Ange exterminateur de Buñuel, ce film, si vous connaissez, où il y a des bourgeois enfermés qui ne peuvent plus sortir de leur salon. Et là, dans cette pièce, il y a cette musique électroacoustique brutale qui se répète, qui les écrase. Et ça symbolise un peu l'implosion du surenchère de la musique de consommation. La pièce s'appelait Musique de table, qui était une reprise de mots de Tafelmusik de Telemann, qui est une musique de table de cours, qui est écrit en 1733 pour divertir. Et on jouait des verres en cristal. Voilà. J'avais une question pour toi, Thibaut, qui a plutôt une formation, on va dire, classique. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'utiliser ton instrument, comme l'explique l'extrait sur l'introduction de la musique contemporaine, c'est-à-dire hors emploi, de façon détournée? Oui, c'est quelque chose qu'on est amené à faire. En tout cas, moi, dans ma formation, je joue assez peu de musique contemporaine aujourd'hui. Mais dans ma formation au conservatoire, on est amené à beaucoup se confronter à de la musique contemporaine. Et il y a des écoles de composition, en tout cas des courants de composition, où on est amené à
à utiliser un violon dans tout ce, à peu près pour ce quoi il n'a pas été conçu pour. Et peut-être tu peux me préciser ta question sur ce que tu veux que je développe là-dessus. Non, vraiment, c'est de façon détournée, on va dire. Disons que pour moi, parfois, ça fait partie de ce pourquoi j'ai aussi aimé d'autres extraits sur Jean-Michel Jarre ou sur d'autres. Disons que parfois, je trouve que ça peut être curieux de toujours chercher à utiliser un violon ou un orchestre symphonique quand on écrit de la musique contemporaine. C'est des outils formidables, mais un violon qui a la même conception depuis 400 ans, ou en tout cas, je serais curieux de voir des évolutions sur les violons, plutôt que de les utiliser à contre-emploi, c'est de développer leur emploi, de développer leur... ça a été fait, hein, je n'invente absolument rien, mais en tout cas, parfois, l'outil symphonique me paraît un petit peu désuet pour l'extrême inventivité des compositeurs d'aujourd'hui. Donc oui, ce serait vraiment une évolution de l'utilisation du violon. Donc l'instrument lui-même, le faire évoluer pour ensuite en avoir... faire peut-être d'autres utilisations, c'est ça? Oui, je pense que dans l'histoire de la musique, les compositeurs ont contribué à faire évoluer les instruments par la difficulté, par la virtuosité, par l'écriture simplement, et que du coup les facteurs d'instruments ont adapté les instruments à ce qu'on lisait dans la musique qui se créait. Et je trouve aujourd'hui la lutherie contemporaine un peu figée par rapport à l'extrême évolution du langage de la musique contemporaine. Nous parlions de légitimité à expliquer la musique, et surtout dans le cadre de la musique contemporaine où les instruments sont de vrais organes scientifiques. Inconsciemment, les artistes participent-ils à une médiation de la pratique musicale? En d'autres termes, est-ce que cela s'apparente-t-il à du tutoring pour futurs musiciens? Je veux bien laisser quelqu'un répondre. Par rapport à ce que Thibaut vient de dire, oui, on peut faire évoluer le violon, mais moi je suis vraiment épatée par l'inventivité des compositeurs qui poussent les instrumentistes à découvrir des sons. Tous les jeux sur les harmoniques, par exemple, ça se faisait pas dans le temps, parce que c'est des petits sons. Enfin, ça se faisait comme des appoints en haut de la gamme dans l'orchestre. Mais maintenant, Katia Sariao, par exemple, elle exploite ça d'une façon merveilleuse. Et tous les bruits sur le chevalet, c'est l'instrument. On n'aurait pas cette qualité avec un instrument, un violon modifié, enfin, pas forcément. Et c'est fatigant parce que des fois, on travaille ça, on ne travaille pas ce dont on a besoin de travailler pour jouer autre chose, mais c'est très enrichissant pour l'auditeur. Une question, est-ce que la musique paraît-elle plus simple à créer grâce à la représentation dans les médias que nous venons de voir, par exemple? Alors, vu que ce n'est pas moi qui pratique, je vais dire non, pas tant. J'ai pas l'impression, et je pense que ça nous permet encore une fois d'ouvrir une porte vers la création, mais le processus créatif en tant que tel reste encore de l'ordre de l'inconnu, et tant mieux, quelque part. Est-ce que le cadre d'interview raconte des musiciens? Est-ce que la mise en scène de captation est le reflet finalement de leur personnalité en musique? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a une part de représentation dans une interview forcément, qui est sûrement nécessaire aussi pour faire passer, pour en tout cas marquer le contour de quelque chose qu'on veut faire passer. Je pense qu'il y a des artistes qui sont totalement ce qu'ils sont en interview ou dans la vie, et d'autres qui sont dans aussi une forme de théâtre télévisé. Voilà. Très bien. Eh bien, merci pour ces mots, Thibaut. On va conclure là-dessus. Je vous demande, mesdames et messieurs, de bien pouvoir applaudir nos intervenants. Eugénie Keufler, Clara Roupi et Thibaut Maudry.
Merci Jeanne. Merci à vous. Et à vous. Je reprends le micro car il est d'usage de laisser la possibilité au public de poser quelques questions. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite en poser. Je vois que... Et souvent, je pose la première. Allez-y alors. Non, c'était plus pour réagir. C'était plus pour réagir sur la troisième partie où en fait on voit une vraie évolution dans l'intimité de l'artiste. Est-ce que la télé, enfin en fait les médias en général, ont pris le parti d'aller justement de plus en plus vers l'intimité des artistes plutôt que juste une captation, mais vraiment aller chercher comment on crée, comment on place les micros, comment les artistes eux-mêmes veulent être entendus pour donner envie finalement d'écouter de la musique, d'écouter des musiques qu'on n'écouterait pas habituellement. Est-ce que c'est une quête de l'intimité chez l'artiste ou est-ce que au contraire vous trouvez que dans toutes les périodes on est resté assez distant ou pas? Alors, je reviens sur ma réponse, du coup. Oui, je pense que du point de vue des médias, il y a cette quête, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'ouvrir, de participer à l'ouverture de la porte, et essayer de rentrer un peu dans le processus de création. Mais alors là, je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai que dans le domaine des études de sciences humaines et sociales, et en particulier d'études théâtrales, études musicologiques, etc., on n'a pas fini de chercher, en fait, puisque tous les jours, de nouvelles pratiques sont inventées d'un point de vue, encore une fois, dramaturgique, esthétique et de composition. Et on n'a pas fini, en fait, d'avoir... Oui, c'est ça, d'essayer d'aller trouver des réponses et de décortiquer, encore une fois, les processus de création. Mais encore une fois, c'est vous les praticiens, donc je m'incline. Non, je pense que d'une certaine façon, oui, le média actuel, en tout cas pour tout ce qui est film, s'intéresse sûrement plus à tout ce qui entoure le moment du concert. Oui, je pense qu'on cherche beaucoup plus à venir dans l'intime, dans l'intimité, dans tout ce qui est hors de la représentation purement scénique aussi. Je ne sais pas si la question c'est ce que c'est une passerelle. Est-ce que ça va donner envie aux gens est-ce que les gens ont envie de voir ça? Même ça, je me pose la question. Mais en tout cas, c'est sûr que on le voit de plus en plus. On vient chercher, même dans les plans ne serait-ce que des plans de films, des concerts pour ce que je fais. En tout cas, les caméras sont de plus en plus proches de nous, vont aller chercher jusqu'au rictus des artistes. Il y a une recherche à ce niveau-là. Alors c'était juste pour revenir sur un petit peu cette question, parce qu'on parlait sur le tutoring qui a fait rigoler un petit peu. Moi, en fait, la question que je me posais justement, c'est le fait de, par exemple en tant que musicien, d'être exposé à justement des artistes, que ce soit des artistes ou même des gens qui présentent de la musique, qui disent des fois mais il suffit d'avoir une cassette, il suffit d'avoir un enregistreur pour faire sa propre musique. Est-ce que du coup c'est pas aussi justement former des futurs musiciens, montrer aussi à des gens que finalement la musique on peut donner le goût de faire de la musique et pas que de l'écouter. Et c'était cette question-là, je pense, qu'on voulait développer. Donc si vous avez un avis là-dessus. Oui, tu as certainement raison. Ça doit permettre de faciliter l'accès à la composition ou à la création, parce qu'effectivement, la création, elle est multiple, elle est de toutes les formes possibles. Et comme tu disais, on n'a sûrement pas fini de découvrir toutes les formes de création. Et si ça peut décomplexer un public qui se dirait qu'il n'est pas invité à créer, c'est sûrement une très bonne chose à ce niveau-là, en tout cas. Ouais. Je reviens ici. Ah, Catherine.
Oui, je crois qu'on nous signale qu'il est temps maintenant d'arrêter, de clôturer plutôt cette rencontre. Merci infiniment à tous d'être venus ce soir et encore un grand merci à nos invités, Eugénie Kuffler, Clara Roupi et Thibaut Maudry. Merci beaucoup.